Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Nomination hier vendredi par le chef de l'État Alassane Ouattara de 14 ministres-gouverneurs. Nomination qui fait suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes par décret. Les détails de la composition de ces 12 nouveaux districts autonomes dans cette édition. Le chef du gouvernement Patrick Hachi s'est rendu hier en fin de journée chez le guide suprême de la communauté musulmane nationale, président du COSIM, le Cheikhoul Haïma Ousmane Diakité. Le Premier ministre est allé lui exprimer la disponibilité du gouvernement ivoirien aux côtés de la communauté musulmane. Présidentiel en Iran, le nouvel homme fort du pays s'appelle Ebrahim Raïssi. L'ultra-conservateur a remporté la présidentielle d'hier, vendredi au premier tour, avec plus de 62% des voix. Selon des résultats officiels partiels publiés ce samedi, voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous, on ouvre ce journal avec cette information. Sachez qu'à l'invitation de son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 19 juin 2021 pour Accra, au Ghana, où il prendra part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce sommet examinera la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement analyseront également les rapports sur la situation au Mali, l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. En marge du sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues. Le chef de l'État Alassane Ouattara qui a procédé hier vendredi, nous le disions à l'instant dans les titres, à la signature d'un décret portant nomination de ministres-gouverneurs en plus de ceux d'Abidjan de Yamoussoukro. La liste des 14 ministres-gouverneurs nommés a été rendue publique par le secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé. Cette nomination fait suite à la création, nous le disions, de 12 nouveaux districts autonomes par décret. Quelle est la configuration de ces nouveaux districts? Les précisions de Mahama Traoré. En plus des capitales politiques et économiques que sont Yamoussoukro et Abidjan, les 31 autres régions du pays sont désormais reparties en 12 districts autonomes. Le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins 2 régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Faisons connaissance avec ces 12 nouveaux districts autonomes. Celui d'Idelac aura pour chef-lieu la ville de Dembokro et sera constitué des régions du Nzi, du Ifou, du Bélier et du Moronou. Toujours au centre du pays, retrouvons le district autonome de la vallée du Bandama et son chef-lieu Boaké. Ce district cumule les régions de Gbeke et du Hambol. Le district autonome de la Komoé regroupe les régions de l'Indéné-du-Ablin et du Sud-Komoé avec pour chef-lieu Abengourou. Le nord du pays est désormais subdivisé en 3 districts autonomes, celui des Savanes, du Denguélé et du Woroba. Celui des Savanes est composé des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Korogo en est le chef-lieu. Le district autonome du Denguélé est formé des régions du Kabadougou et du Folon, avec Odiéné pour capitale. Le district autonome du Woroba est fort des régions du Béré, du Bafing et du Worodougou, avec Séguéla pour chef-lieu. L'ouest et le centre-ouest du pays sont désormais représentés par 3 districts autonomes, celui des montagnes composé des régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali avec la ville de Mans pour chef-lieu. Les régions du Go et du Lodjibois forment désormais le district autonome du Godjibois. La cité de Gagnoa en est la capitale. Et le district autonome du Sassandra-Maraoué, regroupant les régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué avec Daloa comme chef-lieu. Plus à l'est, la ville de Bondoukou est le chef-lieu du district autonome du Zanzan, constitué des régions du Bonkani et du Gontougou. Au sud, on retrouve 2 autres districts autonomes, outre celui d'Abidjan,
Il s'agit du district autonome des Lagunes, formé des régions de l'Agnébi-Tiassa, de Lamé et des Grands Ponts, avec la ville de Dabou comme chef-lieu. Le district autonome du Bassa-Sandra regroupe quant à lui les régions de l'Anawa, de San Pedro et du Boclé. La deuxième ville portuaire du pays, San Pedro, en est la capitale. Voilà, précision détaillée sur la composition de ces nouveaux districts avec Mahama Traoré. Deuxième titre de cette édition, le Premier ministre Patrick Hachi est élu hier vendredi en fin de journée chez le guide suprême de la communauté musulmane nationale, président du COSIM, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Le Premier ministre est allé l'assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien aux côtés de la communauté musulmane. Prières et bénédictions ont été formulées à l'occasion par le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Alexis Ouedraogo. Patrick Hachi à la résidence du nouveau patron du COSIM. Ce vendredi, le chef du gouvernement a tenu à rendre visite aux guides religieux pour un moment d'échange. Toute la communauté des imams en Côte d'Ivoire et toute la communauté musulmane sont très honorés par cette visite, surtout par l'humilité de M. le Premier ministre qui s'est déplacé jusqu'à notre domicile modeste. Et nous lui avons dit que nous sommes prêts à l'accompagner et accompagner son gouvernement par nos prières, surtout par nos prières. La raison d'être des religieux, c'est de prier. Nous avons aussi félicité M. le Premier ministre et son équipe pour les efforts qui sont déployés à travers la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Nous avons félicité M. le Premier ministre et nous l'avons assuré de nos ferventes prières. Le Premier ministre n'a pas manqué de renouveler ses condoléances à la communauté musulmane pour le rappel à Dieu de ses précédents guides religieux. La tradition veut que lorsqu'un nouveau Premier ministre prend fonction, il puisse rendre visite à un certain nombre d'institutions importantes dans le fonctionnement du pays et de la nation. En particulier les institutions religieuses. C'est dans ce cadre-là qu'il y a quelques semaines, lorsque j'ai été nommé, j'ai rendu visite à son éminence le cardinal, avec qui nous avons échangé des civilités. Et j'ai joint également par la suite le cheikh Ousmane Diakité pour que nous puissions donc nous voir et que je lui fasse mes visites de civilité et de courtoisie. Je lui ai dit toutes mes félicitations pour avoir été choisi. Le connaissant déjà auparavant, j'ai été rassuré parce que ses qualités humaines, sa sagesse, son calme, sa discrétion, son ouverture d'esprit m'ont rassuré sur le fait que nous étions le pays, mais également la communauté musulmane en de bonnes mains. J'ai également traduit au cheikh les félicitations que le président avait déjà faites, mais également tous les sentiments de gratitude pour les nombreuses prières qu'ils font, non seulement pour son Excellence le Président de la République, mais également pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est le samedi dernier que le cheikh Aïma Ousmane Diakité a été investi nouveau président du COSIM. Effectuer le Hajj, le pèlerinage musulman, c'est le rêve que caresse tout croyant à l'islam. Ce rêve ne pourra pas se réaliser cette année pour les 10 000 candidats ivoiriens au voyage. La raison, la décision donnée par l'Arabie Saoudite, pays hôte du Hajj, de limiter le pèlerinage musulman cette année à 60 000 résidents sur le territoire saoudien. Un principal motif donné, la persistance de la pandémie de la Covid-19, une décision lourde de conséquences pour les pèlerins du monde entier comme ceux de Côte d'Ivoire qui sont désemparés. Le préjudice est important pour les opérateurs et organisateurs privés de voyage, des pertes chiffrées à des centaines de millions de francs CFA, des emplois sont même menacés de disparaître. Mahama Traoré. Tout était prévu pour que le premier vol transportant les candidats ivoiriens au pèlerinage musulman décolle d'Abidjan pour l'Arabie Saoudite le 25 juin prochain. Hélas, ce vol prendra encore une année de retard suite à la décision prise le 12 juin dernier par les autorités saoudiennes de limiter le Hajj 2021 à seulement 60 000 candidats pèlerins résidant sur le territoire saoudien.
C'est vraiment regrettable pour nous tous. Nous avions l'espoir que, quel que soit le nombre, certains de nos compatriotes pourraient participer au Hajj cette année. Mais la nouvelle du 12 juin nous a tous surpris. Surpris car l'espoir était pourtant nourri, surtout que les frontières saoudiennes s'étaient ouvertes aux convois ivoiriens partis effectuer le petit pèlerinage lors du dernier mois de Ramadan. Surpris également parce que la partie ivoirienne s'attelait à conformer ses candidats aux critères initialement édictés par l'Arabie saoudite pour le pèlerinage 2021. Il fallait pour chaque pèlerin être âgé de 18 à 60 ans, ne pas souffrir de maladies chroniques et avoir reçu les 2 doses du vaccin contre la Covid-19. Par la voix de la Direction générale des cultes, le gouvernement ivoirien prend acte de la décision des autorités saoudiennes, une décision motivée par le risque de propagation de la Covid-19, dans le sens où chaque session du pèlerinage en Terre Sainte mobilise en moyenne 2 millions de personnes. Inscrits en 2020, les 10 000 pèlerins ivoiriens devront encore attendre au call center du commissariat du Hajj. Chaque appel entrant est synonyme de préoccupation posée. Ce n'est pas possible. C'est possible. C'est possible? Oui, oui. Donc, quelles sont les procédures pour pouvoir nous faire rembourser dans le cas où je voudrais que vous nous remboursez mon argent? D'accord. Ce qu'on va faire, vous allez vous rendre au commissariat du Hajj. D'accord. Et nous vous donnerons la procédure à suivre. Pour les candidats déjà inscrits, pas de souci à se faire. Ils restent prioritaires pour le prochain Hajj. Ce n'est pas la seule mesure prise par la Direction générale des cultes afin de rassurer les futurs pèlerins. La possibilité de rembourser les frais d'inscription à ceux qui le souhaiteraient. La prise en charge des consultations médicales pré-pèlerinage des candidats inscrits en 2020 et qui ont été invités en 2021 par le commissariat du Hajj à reprendre les dites consultations. La possibilité de remplacer des candidats décédés ou en situation de handicap selon les conditions arrêtées par le comité de surveillance. Accomplir le Hajj est un des 5 piliers de l'islam. Tout croyant musulman disposant de moyens financiers et physiques est tenu de se conformer à cette prescription du Saint-Coran. Des conditions que remplit Seydou Diao. Il fait partie des 3000 personnes désireuses d'effectuer ce voyage saint par les soins des agents spécialisés. Loin d'être abattu, Seydou prend avec foi la décision des autorités saoudiennes. Nous sommes des croyants. Le véritable croyant, c'est patienter et être endurant dans l'épreuve. Quand on est croyant, ce n'est pas seulement les bonnes choses, c'est aussi les épreuves. Quand vous avez les épreuves, vous devez patienter et prier Allah pour qu'Allah facilite. Moi, je veux partir. Remboursement, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est rien. Tout est dans la main de Dieu. La décision de ne pas se faire rembourser est en quelque sorte une bonne nouvelle pour le gérant de l'agence. Pour autant, son entreprise qui tire l'essentiel de ses revenus d'un voyage cultuel en Terre Sainte d'Arabie Saoudite s'apprête à vivre une deuxième année de galère. Compte tenu de la pandémie, le quota a été revu à la baisse, passé de 390 à 226 pèlerins pour l'année 2021. Maintenant, le coût du Hajj dans notre agence est de 3 850 000 pour chaque pèlerin. Vraiment, pour nous, c'est une lourde charge pour nous parce que plus de 2 ans, pas d'activité. Et quand c'est comme ça aussi, il y a les charges internes aussi qui sont là. Il y a la pression aussi des pèlerins, la pression aussi des parents des pèlerins, c'est un peu compliqué. La situation est quasi préoccupante pour la vingtaine d'agences exerçant dans ce secteur. Leur fédération lance un cri de cœur. Notre fédération, la FASATSI, regroupe 21 agences et sociétés confondues opérant dans le domaine du Hajj. Et aujourd'hui, avec le report du Hajj dans ces 2 éditions, nous avons subi un préjudice énorme qui peut s'estimer à des centaines de millions. Outre les pertes économiques, le business des agences privées du Hajj génère 160 emplois directs et 1500 emplois indirects. Hajj 2021, pèlerins et opérateurs dans le désarroi, un sujet signé Mahama Traoré. Et loin du désarroi des pèlerins musulmans, cap sur un autre terrain, celui de l'agriculture. Après l'usine de transformation du café, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a visité le site du centre d'expérimentation des pépinières de café de Zambakro. Objectif, s'imprégner des résultats des expérimentations des pépinières de café, le café dont la production annuelle est en baisse ces 10 dernières années. Jean-Jacques Comé.
Au Centre de recherche et développement des Zambakro, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, s'est focalisé sur le centre d'expérimentation des pépinières de café. Ce produit connaît une baisse de sa production. Selon les statistiques du Centre national de recherche agronomique CNRA, de 370 000 tonnes en 2000, on est passé à environ 83 000 tonnes en 2020. Les résultats des recherches présentées par les différents experts du centre sont encourageants. Sur 19 variétés de café testées, on note une tolérance à la sécheresse et une hausse du rendement à l'hectare. Nous avons testé des variétés en zone de transition, notamment au niveau de la station agronomique à Zambakro. Nous avons testé également ces mêmes variétés en région forestière, notamment au niveau de la station de recherche agronomique du CNRA à Divo. Il y a des variétés qui se comportent très bien dans ces deux environnements. Donc l'espoir est permis. Et même en zone de transition, on peut avoir plus de 2 tonnes de café vert par hectare avec les variétés que nous avons pu identifier, sélectionner dans le cadre de nos programmes de sélection. Des résultats qui donnent de l'espoir aux planteurs et à l'État dans sa politique de culture du café. Pensez donc aux producteurs en leur permettant de disposer des plants vraiment capables de donner du bon fruit. On ne peut que les saluer et les féliciter. En tout cas, je pars satisfait de cette visite. Aujourd'hui, je suis venu, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'il y a les plans, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour permettre à nos producteurs de faire du bon travail. Un programme de replantation du café est à l'étude avec l'appui des centres de recherche. Objectif, relancer la production locale du café dans les prochaines années. Et sortons des pépinières de café, toujours dans les pages de l'actualité. La Covid-19, la maladie est encore présente dans notre pays. À suivre l'évolution de celle-ci en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 18 juin 2021, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 2895 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 20 guéris et 1 décès. À la date du 18 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 007 cas confirmés, dont 47 366 personnes guéries, 307 décès et 334 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 684 588 le 17 juin. 3 876 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 722 073 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. Et rappelons-le, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le maire de la commune de Trècheville, François Albert Amichia, a procédé à une remise de kits d'hémodialyse aux dialysés et insuffisants rénaux de sa commune. Cette action vise à apporter sa solidarité à ces personnes confrontées à de nombreux problèmes sociaux et fragilisées du fait de cette maladie. Le reportage de Est Touré. 3 000 kits d'hémodialyse pour les insuffisants rénaux et dialysés de la commune de Trècheville. Ce don du premier responsable de la commune est un acte de solidarité, de fraternité et d'amour qui vient soulager ces malades confrontés à de nombreux problèmes sociaux. Mes remerciements vont à l'endroit du maire de Trècheville. Et depuis là, nous bénéficions des prises en charge, des dons de kits chaque année d'une valeur de 5 millions. En tout cas, les dialysés de Côte d'Ivoire, par ma voix, on lui dit merci. À cause de la maladie, on ne travaille plus. C'est un grand soulagement parce que déjà, pour avoir l'argent même pour payer les kits, c'est vraiment une difficulté. Donc là, c'est vraiment un soulagement, un ouf quoi. Occasion pour Albert François Amichia de relever l'importance de l'acte posé et de lancer un appel. Ce soutien qui peut être matériel, moral ou psychologique est de notre devoir en tant qu'être humain, sensible à ce qui touche notre prochain, mais aussi et surtout au président des dialysés pour en appeler à une mobilisation de tous, particulièrement à ceux du secteur privé, de la société civile, des populations pour une assistance plus accrue des dialysés et des insuffisants rénaux. J'ai foi que nos efforts conjugués pourront leur redonner de bonnes perspectives et leur permettre de continuer à vivre sereinement
malgré les difficultés qu'ils endurent au quotidien. François Albert Amicha en a profité pour exhorter les populations à se faire dépister en vue de prévenir la survenue de cette pathologie mortelle. Et justement, nous allons également parler de la lutte contre la dépendance à la drogue. L'espoir se dessine. Le gouvernement a décidé de vulgariser une nouvelle thérapie qui permet de mettre fin à la dépendance à la drogue. Cette thérapie consiste en l'utilisation de la méthadone. Cette méthode, semble-t-il, a fait ses preuves. Cette nouvelle stratégie thérapeutique a été expérimentée en une phase pilote au centre d'accompagnement et de soins en addictologie à Marcory par une ONG dénommée Espace Confiance. La cérémonie de lancement officielle de cette thérapie s'est tenue au centre d'accompagnement et de soins en addictologie à Marcory. Franck Quadio. Par cette délivrance du première dose, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la Côte d'Ivoire lance la méthadone comme nouvelle stratégie thérapeutique pour les usagers des drogues dures, à savoir l'héroïne, la cocaïne, le crack et de celles dites injectables sur toute l'étendue du territoire national. Une nouveauté dans la prise en charge globale des usagers de drogue. Le produit qui est lancé aujourd'hui par M. le ministre de la Santé va les aider à sortir de leur emprisonnement au niveau de la drogue. Les personnes qui vont fréquenter ces centres de prise en charge vont quitter de façon progressive le milieu de la drogue. La phase pilote exécutée par l'ONG Espace Confiance au centre d'accompagnement et de soins en addictologie CASA a permis de tester l'efficacité de la méthadone, ce médicament dont la dose journalière selon les usagers des drogues et spécialistes apporte beaucoup de changements. Depuis que j'ai commencé à prendre la méthadone, c'est plus dans la cocaïne et l'héroïne. Le traitement nous permet bien sûr de sévrer le patient et l'amener à ne plus avoir les envies compulsives qui l'amènent donc à aller consommer de l'héroïne. La nouvelle stratégie thérapeutique pour les usagers des drogues bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires tels le Fonds mondial et Médecins du Monde. Ils rassurent de leur engagement à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la drogue. C'est l'aboutissement d'un long travail d'influence et de plaidoyer pour permettre que la Côte d'Ivoire soit un des pays précurseurs en Afrique, avec quelques autres, à mettre en place des thérapies de substitution aux opiacés et l'arrivée de la méthadone. Le problème de drogue représente un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Et tout ce qui peut contribuer à apporter une solution durable à ce problème est le bienvenu. L'usage de la méthadone est de l'avis des spécialistes une avancée importante dans la réduction des risques de morbidité et de mortalité liés à l'usage des drogues dures. Direction l'ENS où la 54e promotion des élèves de l'école normale supérieure a effectué sa sortie, promotion baptisée du nom de leur parrain, Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. La cérémonie de baptême a eu lieu au sein de l'établissement logé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le reportage de Jeanne Toubé. Le baptême de la 54e promotion consacre le retour à la normalité à l'école normale supérieure. Ce sont 2995 normaliens et normaliennes, futurs enseignants de collèges et lycées et également futurs éducateurs qui ont choisi pour devise esprit d'équipe fondé sur la vérité, l'humilité et la rigueur. Ils promettent d'honorer leur parrain, le ministre Adama Diawara, dans tous les actes de leur vie professionnelle. Nous sommes des enseignants, nous avons reçu une formation de qualité, donc nous pensons être vraiment prêts pour rehausser l'image de notre école en mettant simplement en pratique ce que nous avons reçu comme compétences. Passage de flambeau entre la 54e et la 55e promotion marque la continuité à l'école normale supérieure. Les étudiants qui y entrent après un concours sélectif bénéficient d'une formation et de l'encadrement de qualité grâce à des enseignants dont le sens de la responsabilité, l'engagement au travail et la solidarité ont été relevés par le directeur général de l'ENS. Tous partagent les valeurs dites normaliennes qui font le prestige de l'institution. Dans l'exercice de vos fonctions, vous devrez faire preuve de réalisme. Le réalisme nécessaire pour trouver des solutions appropriées aux problèmes que les élèves ne manqueront pas de vous soumettre ou de vous poser. Dans un pays où les besoins en éducation sont encore considérables, vous aurez l'impérieux devoir de faire preuve d'abnégation pour rendre l'école performante.
Les 55e et 56e promotions de l'école normale supérieure attendent à leur tour de baptême dans une atmosphère de décrispation et de sérénité retrouvée. L'UNS, selon son directeur général, encourage le développement d'un esprit de famille. Voilà, et loin du culte des valeurs normaliennes, la direction de la promotion de la famille a organisé l'édition 2021 des Rendez-vous de la famille, occasion de faire le point sur le programme d'assistance aux familles vulnérables en période de crise sanitaire. Environ 300 000 familles ont bénéficié d'allocations familiales sur l'étendue du territoire. Patricia Omouetia. Représentant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, acteurs de la santé et population, tous au rendez-vous de la famille pour évaluer les acquis du projet filet socio-productif et l'impact de la COVID-19 sur les familles. Perte d'emploi, diminution de ressources financières, conflit conjugal, ces effets de confinement ont conduit vers la vulnérabilité des populations pendant la Covid. Par rapport à la riposte à la Covid-19, au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous avons mené plusieurs actions, notamment des actions de sensibilisation à travers des campagnes de sensibilisation aux mesures barrières. Nous avons même produit et réalisé un film institutionnel pour sensibiliser les populations, notamment les familles, sur les mesures barrières. Nous avons mener des activités de formation. Pour Edith Kwasi, la pandémie à Covid-19 est encore présente. Elle a aussi invité à la vigilance et à se faire vacciner. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous constatons une tendance à la baisse des nouveaux cas, ce qui est à saluer, mais nous disons prudence. Prudence. En 2013, l'État initie le projet filet socio-productif en vue d'assister les familles les plus démunies. À ce jour, grâce à ce projet, le niveau de vie de plus de 230 000 ménages sur l'étendue du territoire ont été améliorés. Madame la ministre a pour ambition donc de renforcer donc la dimension de l'inclusion économique et sociale de ces ménages bénéficiaires là, de manière à ce qu'on puisse donc renforcer davantage leur résilience et leur permettre de mieux résister aux chocs à venir. Cette édition des Rendez-vous de la famille, marquée par des panels et débats, a levé le voile sur les actions du gouvernement depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus. L'orpaillage clandestin, on en parle dans cette édition. L'activité illégale continue de sévir en Côte d'Ivoire, dans la région du Hambol. Le fléau qui gagne du terrain interpelle les autorités à l'initiative du préfet de région. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, à travers sa représentation régionale, a animé une conférence pour raviver les efforts de lutte. Kader Sogodogo. Pollution de l'environnement, source de maladies pour l'homme et les animaux. Voici quelques mots liés à la pratique de l'orpaillage clandestin. À cela, il faudra ajouter le pillage du sous-sol. À l'instar de nombreuses régions de Côte d'Ivoire, le Hambol connaît cette pratique néfaste. À la salle de conférence de la préfecture de région, une conférence à l'initiative du préfet de région a permis à la direction régionale des mines, du pétrole et de l'énergie de dresser un tableau. Il est sombre. Nous voulons impliquer tout le monde parce que les effets néfastes de l'orpaillage vont être subis par tout le monde. Ce n'est pas ceux qui en profitent aujourd'hui qui vont payer les pots cassés demain. Il y a quelques individus qui pensent qu'ils en profitent peut-être, mais les effets néfastes vont nous revenir au visage à nous tous. Et nous tous, nous allons en subir. La vision de Kwame Bikalou, préfet du Hambol, est claire. Mettre fin à l'orpaillage illégal à travers des solutions innovantes. Il s'agit surtout d'encadrer cette activité. Parce qu'on leur a expliqué que le gouvernement aujourd'hui encadre l'activité. Quand vous aimez l'orpaillage, il y a des voies légales pour exercer l'activité. Donc ce sont ces voies-là que nous sommes attelés à leur montrer, de telle sorte qu'on sorte de la clandestinité. Les regards sont tournés vers Thomas Camara, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. La volonté sur place existe. Katiola, Dabakala et Niakara Mandougou veulent stopper l'orpaillage clandestin.
Reportage signé Kader Sogodogo, troisième titre de cette édition en Iran. Ibrahim Raïssi, l'ultra-conservateur, a remporté la présidentielle iranienne d'hier, vendredi 18 juin, au premier tour avec plus de 62% des voix, selon des résultats officiels partiels publiés ce samedi sur 28,6 millions de bulletins dépouillés. Ibrahim Raïssi a obtenu plus de 17,8 millions de voix, c'est ce qu'a déclaré Jamal Orf, président de la Commission nationale électorale, lors d'une conférence de presse à Téhéran. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h pour la dernière édition de la journée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.